Un jour après le travail, ma femme m'a fait une surprise en achetant 2 billets pour une croisière de luxe. Pendant qu'elle s'enregistrait au port, un agent de sécurité s'est discrètement approché de moi. « Monsieur, écoutez attentivement. Dans 15 minutes, votre femme vous offrira un verre. Faites semblant de boire et observez ce qu'elle fait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. » Tout a commencé quand Elvira est rentrée à la maison avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. « Ro, regarde ce que j'ai acheté. 2 billets pour une croisière de luxe, dans les Caraïbes, 7 jours, tout compris, départ dans 3 jours. » J'étais paralysé. Nous dormions chacun d'un côté du lit depuis des mois, partageant le même toit, mais vivant des vies complètement séparées. Nos conversations se réduisaient à la logistique concernant Hugo, notre fils de 8 ans, et aux décisions ménagères qui se réglaient par des monosyllabes. Et soudain, un geste que n'importe qui qualifierait de parfait, romantique, généreux. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Quelque chose dans ses yeux, une urgence déguisée en enthousiasme, une performance un peu trop travaillée. Il faut qu'on se reconnecte, Ro. Pour Hugo, pour nous. Tout est déjà payé. On ne peut pas rater cette occasion. Un préavis de 3 jours, sans me consulter, sans me demander si j'avais des réunions importantes, des engagements professionnels ou des projets à superviser au cabinet d'ingénierie où je travaillais depuis 15 ans. Juste une décision unilatérale emballée dans du papier brillant. Et je voulais y croire. Je voulais croire que c'était peut-être le point de rupture dont notre mariage avait besoin, que la femme que j'avais épousée était toujours là, derrière ce masque froid que j'avais appris à tolérer. Alors, j'ai hoché la tête, j'ai souri, je l'ai serré dans mes bras, et j'ai senti son corps se tendre légèrement, comme si le contact physique était une procédure obligatoire et non un véritable désir. Ce soir-là, nous avons dîné tous les 3 en silence. Hugo a demandé s'il pouvait venir en croisière. La réponse d'Elvira fut immédiate, trop rapide. Non, mon chéri. C'est un voyage pour les adultes. Tu vas rester avec grand-mère. Hugo a baissé les yeux. Je n'ai rien dit, mais cette réponse est restée suspendue dans l'air comme une alarme silencieuse. Elvira avait toujours été très possessive avec Hugo. Elle ne le laissait jamais dormir chez qui que ce soit. Elle n'acceptait jamais qu'il soit absent plus de 2 jours. Chaque voyage scolaire était une négociation tendue. Et là, soudainement, passer 7 jours sans le voir ne posait aucun problème. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai fixé le plafond pendant qu'Elvira dormait profondément à côté de moi, ou faisait semblant de dormir, car vers 2 heures du matin, j'ai perçu la faible lueur de l'écran d'un téléphone portable. Je me suis tourné légèrement sans faire de bruit. Elle était sur le dos, le téléphone près de la poitrine, en train d'écrire quelque chose, concentré, rapide, presque frénétique. Puis elle l'a éteint et l'a caché sous son oreiller. Je n'ai rien dit. Les 2 jours suivants furent étranges. Elvira était trop présente, trop attentionnée, trop gentille. Elle m'a préparé du café le matin, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle me demandait comment s'était passée ma journée de travail. Elle me touchait l'épaule en passant. Elle me souriait sans raison apparente. Tout semblait jouer, comme si elle suivait un scénario invisible. La veille du voyage, pendant que je faisais ma valise, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elvira avait mis plusieurs bouteilles d'eau de mon côté des bagages. De l'eau en bouteille, scellée. Pourquoi emporter de l'eau sur une croisière où tout est inclus? Ne pose pas de questions, a-t-elle dit avant que je puisse parler. C'est au cas où on aurait le mal de mer sur le bateau. J'ai hoché la tête, mais mon estomac s'est noué. Le matin du départ, Hugo m'a serré dans ses bras plus fort que d'habitude. « Papa, tu reviens bientôt ?» Sa question m'a transpercé. « Bien sûr, champion. Je serai de retour dans une semaine, et je te ramènerai un énorme cadeau. » Il a souri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. De la peur, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Elvira nous a rapidement séparés. Allez. Allez. On va rater le vol. On y va, Ro. Elle a embrassé Hugo sur le front et m'a presque traîné jusqu'à la porte. Dans le taxi pour l'aéroport, elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Chaque notification la faisait sourire. Chaque message la rendait tendue. J'ai essayé de voir l'écran à quelques reprises, mais elle l'inclinait toujours vers sa poitrine. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé. « Oui,
juste le travail, a-t-elle répondu sans me regarder. Le travail? Elvira travaillait dans les ressources humaines d'une entreprise de taille moyenne. Elle n'avait jamais été du genre obsédée par son téléphone, et là, elle ne le lâchait plus. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Enregistrement, immigration, salle d'attente. Tout s'est déroulé dans une normalité tendue. Elvira était agitée. Elle se levait toutes les 10 minutes. Elle allait aux toilettes, achetait du café, vérifiait son téléphone, puis revenait et me souriait. Ce faux sourire que j'avais déjà pris l'habitude de voir. Le vol fut court, 2 heures. Elle a dormi presque tout le trajet, ou a fait semblant de dormir. À l'atterrissage, son énergie a changé. Elle est devenue alerte, vive, excessivement vive. Nous sommes arrivés au port vers midi. Le bateau de croisière était impressionnant. Un navire géant de 11 étages, avec des piscines, des restaurants, un casino, un hôtel flottant évalué à plus de 300 millions de dollars. Elvira marchait vite, trop vite. Ro, va chercher les bagages. Je vais faire l'enregistrement. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle s'est dirigée directement vers le comptoir principal avec les billets à la main. Je l'ai regardée s'éloigner. Sa posture était différente, tendue, comme si elle était en mission. Je me suis dirigé vers la zone des bagages, et c'est là, alors que j'attendais que ses valises soient déchargées du fourgon de service, qu'elle est apparue. Une femme dans un uniforme bleu marine avec une plaque nominative indiquant « Estefania, garde de sécurité du port ». Elle s'est approchée de moi comme si elle allait me poser une question de routine. Mais son expression était tout autre, sérieuse, presque urgente. « Monsieur, je dois vous parler. C'est important. » Sa voix était basse, contrôlée, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. « Y a-t-il un problème ?» ai-je demandé, confus. Elle a regardé vers la zone d'enregistrement où Elvira remplissait des formulaires. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Dans 15 minutes, votre femme vous offrira un verre. Faites semblant de boire et observez ce qu'elle fera. Ne la confrontez pas à observer, c'est tout. » Je me suis figé. Comment savait-elle cela? Qui est cette femme? Pourquoi me disait-elle ça? Qui êtes-vous? Ai-je réussi à articuler. Elle a sorti une petite carte de sa poche et me l'a tendue. C'était une carte professionnelle, enquêtrice privée. Estefania Moral, licence valide. J'ai été engagé il y a 3 semaines par une personne proche de votre famille. Je ne peux pas en révéler plus pour le moment, mais croyez-moi quand je vous dis que vous êtes en danger. Faites exactement ce que je vous dis. Faites semblant de boire, observez, et quand vous aurez des preuves. Descendez de ce bateau. Avant que je puisse répondre, elle s'est éloignée. Elle s'est fondue dans la foule des passagers et a disparu. Je suis resté là, la carte à la main, avec l'impression que le monde basculait sous mes pieds. Des preuves de quoi? Quel danger? Et qui diable avait engagé un détective privé? J'ai mis la carte dans ma poche juste au moment où Elvira revenait. Tout est prêt, a-t-elle dit avec ce sourire éclatant qui ne me réchauffait plus le cœur. On peut monter à bord. Notre cabine est au 9e étage. Vue sur l'océan. Nous sommes montés. La cabine était luxueuse. Un lit king size, un balcon privé, un minibar, une télévision à écran plat. Elvira a posé son sac à main sur le lit et a immédiatement sorti son téléphone. Je vais aux toilettes une seconde, a-t-elle dit en verrouillant la porte. Je suis resté là à regarder autour de moi. Tout semblait normal, trop normal. J'ai ouvert ma valise et vérifié la bouteille d'eau qu'elle avait emballée, scellée, sans marque visible. Mais l'avertissement des Estefania résonnait dans ma tête. Dans 15 minutes, votre femme vous offrira un verre. J'ai regardé ma montre. 8 minutes s'étaient écoulées depuis l'avertissement. Plus que 7 minutes. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Elvira est sortie de la salle de bain. Tu sais quoi? Il fait chaud ici. Je vais nous préparer quelque chose à boire. Elle a ouvert le minibar et a sorti 2 verres. Puis elle a pris l'une des bouteilles d'eau qu'elle avait elle-même emballée. Pas celle du minibar, celle de sa valise. Mon estomac s'est noué. Elle a ouvert la bouteille. Le bruit du seau qui se brisait a été clair. Elle a versé de l'eau dans les 2 verres. Puis,
alors qu'elle me tournait le dos pendant une fraction de seconde, j'ai vu sa main se diriger rapidement vers son sac à main. Un geste presque imperceptible, quelque chose de petit, quelque chose qui est tombé dans l'un des verres. Elle s'est tournée vers moi avec les 2 verres à la main. Tiens, chérie. On devrait bien s'hydrater avant d'aller explorer le bateau. Elle m'a tendu l'un des verres, celui qu'elle avait trafiqué. Tout mon corps s'est tendu, chaque muscle, chaque nerf. Mais je me suis souvenu des mots d'Estefania. Faites semblant de boire. Observez. J'ai donc pris le verre. Merci, ai-je dit de la voix la plus calme que j'ai pu trouver. Elle a levé son propre verre, à nous, à un nouveau départ. Nous avons trinqué. Elle a bu. J'ai porté le verre à mes lèvres, j'ai légèrement penché la tête en arrière, mais j'ai gardé ma langue pressée contre le bord. L'eau a touché mes lèvres, mais n'est pas descendue. J'ai fait semblant d'avaler. J'ai baissé le verre à moitié. Elvira m'observait. Ses yeux étaient fixés sur moi. Trop fixés. Ça va, a-t-elle demandé. Oui, c'est juste plus froid que je ne le pensais, ai-je répondu. Je vais la boire plus lentement. Elle a hoché la tête, mais il y avait quelque chose dans son expression. De la déception. Une frustration à peine dissimulée. Eh bien, finis-le quand tu pourras. Je vais défaire un peu mes affaires. Elle s'est retournée et a commencé à sortir des vêtements de sa valise. Je suis resté là, tenant ce verre comme s'il s'agissait de poison liquide, parce que c'en était probablement un. J'ai marché jusqu'au balcon, ouvert la porte vitrée coulissante, et je suis sorti. L'air marin a frappé mon visage. J'ai regardé en bas. Nous étions au 9e étage. L'eau était loin, beaucoup trop loin. J'ai lentement vidé le contenu du verre par-dessus bord sans faire de bruit. Puis je suis rentré à l'intérieur. Elvira était toujours en train de déballer. « Tu as fini ?» a-t-elle demandé sans me regarder. « Oui » ai-je répondu. « C'était bon. »« Parfait. Maintenant, repose-toi un peu. Le bateau part dans 1 heure et ensuite on pourra aller dîner au restaurant principal. » Je me suis assis au bord du lit. Elle continuait à se déplacer dans la cabine, rangeant, vérifiant son téléphone, envoyant des messages, et j'ai réalisé quelque chose. Elle attendait que je sois affecté. Elle attendait que la drogue, ou quoi que ce soit qu'elle ait mis dans ce verre, fasse déjà effet. J'ai donc décidé de jouer le jeu, de faire semblant. J'ai bâillé de façon exagérée, je me suis allongé sur le lit, et j'ai fermé à demi les yeux. Elvira s'est approchée. « Ça va, Ro ?» Sa voix avait un ton étrange. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de la confirmation. « Oui, je suis juste fatigué. Je crois que le voyage m'a épuisé plus que je ne le pensais. » J'ai fermé complètement les yeux. J'ai contrôlé ma respiration. Je l'ai rendue plus lente, plus profonde, comme si je tombais dans un profond sommeil. J'ai entendu ses pas s'éloigner, puis le bruit de la porte du balcon s'ouvrir, et enfin sa voix basse qui chuchotait. Elle parlait au téléphone. C'est fait. Ça a marché. Il a tout bu. J'ai gardé les yeux fermés, mais chaque muscle de mon corps était en alerte. Chaque sens était amplifié. Je lui ai donné ce que tu as dit. Il sera hors d'état de nuire pendant au moins 6 heures. Assez de temps. Une pause. Elle écoutait quelqu'un à l'autre bout. Oui, je sais. On le fera demain soir. Quand on sera en haute mer, personne ne se doutera de rien. Mon sang n'a fait qu'un tour. Faire quoi? Qu'est-ce qu'elle préparait? Andrés, calme-toi. Tout est sous contrôle. Hugo est avec ma mère. Les papiers sont prêts. Une fois qu'il ne sera plus là, on pourra continuer le plan. La maison sera à mon nom, j'aurai la garde exclusive, et toi et moi on pourra enfin être ensemble sans se cacher. Andrés. Ce nom m'a transpercé comme un couteau. Andrés, le superviseur d'Elvira à son travail. L'homme avec qui elle avait soi-disant des réunions tardives le vendredi. L'homme qui se pointait toujours au fait de l'entreprise et la regardait de loin. Ils avaient une liaison. Et ce n'était pas juste une infidélité. C'était quelque chose de bien pire. Oui, je sais que ça semble extrême, mais c'est le seul moyen. A continué Elvira à voix basse. Si je me contente de divorcer, il va se battre pour la garde de Hugo. Il va engager des avocats.
Il va récupérer la moitié de tout. Et je ne peux pas laisser faire ça. Pas après tout ce que j'ai planifié. Je l'ai entendu faire les 100 pas sur le balcon. Ses pas étaient agités, nerveux. Demain soir, quand on sera au milieu de l'océan, je lui donnerai une dose plus forte. Assez pour lui faire perdre l'équilibre. Comme ça, il ne pourra pas bien réagir. Et ensuite un accident, une chute. Personne ne va remettre en question un homme ivre ou drogué qui passe par-dessus bord sur un bateau de croisière. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque phrase confirmait quelque chose que mon esprit ne voulait toujours pas accepter complètement. Ma femme prévoyait de me tuer. Calme-toi, mon amour. Demain à la même heure, tout sera fini. On pourra toucher l'assurance vie. C'est 500 000 $. Assez pour recommencer à zéro. Toi, moi et Hugo, une vraie famille. 500 000 $. L'assurance que j'avais souscrite il y a 3 ans à la naissance de Hugo. L'assurance qu'Elvira avait tant insisté pour augmenter il y a 6 mois. Tout prenait sens maintenant. Je l'ai entendu raccrocher le téléphone. Ses pas sont retournés à l'intérieur de la cabine. Je suis resté immobile, respirant lentement, profondément, comme si j'étais complètement inconscient. Je l'ai senti s'approcher du lit. Elle s'est penchée sur moi, son souffle près de mon visage. Puis j'ai senti sa main toucher mon front, vérifiant, confirmant. Parfait, a-t-elle murmuré pour elle-même. Puis elle s'est éloignée. Je l'ai entendu attraper son sac, ouvrir la porte de la cabine et sortir. Le verrou de la porte a cliqué. J'ai immédiatement ouvert les yeux. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis assis sur le lit. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage, du choc d'une trahison absolue. La femme avec qui j'avais partagé 15 ans de ma vie, la mère de mon fils, la personne en qui j'avais une confiance aveugle, planifiait de m'assassiner pour de l'argent et pour un amant. J'ai attrapé mon téléphone. Mes doigts pouvaient à peine le tenir. Je devais appeler quelqu'un. La police, mon frère, quelqu'un. Mais je me suis souvenu où j'étais, sur un navire dans les eaux internationales. Qui allais-je appeler? Que allais-je dire? De plus, si Elvira découvrait que je savais, elle pourrait avancer son plan, elle pourrait faire quelque chose d'impulsif. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de preuves concrètes. Je devais être plus intelligent qu'elle. J'ai sorti la carte que Estefania m'avait donnée. Il y avait un numéro de téléphone. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. Monsieur Roel. Sa voix était claire, professionnelle. Oui, c'est moi. Vous aviez raison. Elle a mis quelque chose dans mon verre et je l'ai entendu parler au téléphone. Elle prévoit de me tuer demain soir. Je sais, a répondu Estefania calmement. C'est pour ça que je suis là. Écoutez attentivement. J'ai besoin que vous restiez calme. J'ai besoin que vous continuiez à faire semblant d'être sous sédatif quand elle reviendra. Et j'ai besoin que vous enregistriez tout ce que vous pouvez. Chaque conversation. Chaque appel. Vous avez votre téléphone avec vous? Oui. Bien. Activez l'enregistreur vocal. Laissez-le cacher mais allumé. Chaque mot qu'elle prononcera sera une preuve. Et ne restez pas sur ce bateau demain soir. Quand il partira, vous devez en descendre. Descendre? Comment? Le bateau est sur le point de partir dans moins d'1 heure. Exactement. C'est pour ça que vous devez agir vite. Faites semblant de vous sentir très mal. Si mal que vous avez besoin de soins médicaux immédiats à terre. Insistez. Faites un scandale s'il le faut. Les navires de croisière ne peuvent pas garder des passagers qui nécessitent des soins médicaux urgents. Ils l'obligeront à débarquer avec vous, et ensuite, à terre. La police sera déjà là pour vous attendre. J'ai des contacts au port. J'enquête sur votre femme et Andrés Pacheco depuis 3 semaines. J'ai des preuves de leur communication, de leur rencontre, des transferts d'argent qu'elle a effectués. Mais il nous faut les aveux. Nous avons besoin qu'elle s'incrimine elle-même. Qui vous a engagé, ai-je demandé, la voix légèrement brisée. Il y a eu une pause. Votre belle-mère. La mère d'Elvira. Madame Griselda. Griselda. Je n'arrivais pas à y croire.
La mère d'Elvira. La femme qui m'avait toujours traité froidement. Celle qui semblait toujours savoir quelque chose que j'ignorais. Elle a des soupçons depuis des mois. Elle a remarqué des changements chez sa fille, des messages étranges, des sorties inexpliquées. Et quand Elvira lui a dit qu'elle allait emmener Hugo vivre avec elle de façon permanente après ce voyage, Griselda a su que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. C'est pour ça qu'elle m'a engagé, pour vous protéger, vous et son petit-fils. Je ne savais pas quoi dire. Griselda, malgré sa dureté, avait été la seule à vraiment voir clair à travers le masque de sa propre fille. Monsieur Roel, nous n'avons pas beaucoup de temps. Faites ce que je vous ai dit. Enregistrez tout. Faites semblant d'être malade. Descendez du bateau. Je m'occupe du reste. Compris? Compris. J'ai raccroché. Je me suis assis au bord du lit, assimilant tout ça. Ma vie n'avait été qu'un mensonge. Mon mariage une mascarade. Et maintenant, je devais agir. Je devais être plus froid, plus calculateur qu'Elvira. J'ai activé l'enregistreur de mon téléphone, je l'ai caché dans les vêtements de ma valise en laissant le microphone exposé. Puis je me suis recouché sur le lit, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, Elvira est revenue. Je l'ai entendue ouvrir la porte doucement, s'approcher du lit, s'asseoir à côté de moi. Ro, a-t-elle chuchoté. Tu dors? Je n'ai pas répondu. Elle a soupiré. Bien. Je l'ai entendue se déplacer dans la cabine, ouvrir des tiroirs, sortir des affaires. Puis son téléphone a sonné. Elle a répondu immédiatement. Oui, je suis là. Il est complètement KO. La dose a marché à la perfection. Une pause. Andrés parlait à l'autre bout. Non. Je ne pense pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Il a été tellement distrait par le travail ces derniers temps qu'il n'a même pas remarqué quand j'ai pris de l'argent sur le compte commun. J'ai déjà économisé près de 20 000 $ sur le compte que j'ai ouvert à mon nom. Assez pour disparaître si quelque chose tourne mal. 20 000 $. Nos économies. L'argent que nous avions économisé pendant des années pour l'éducation de Hugo. Elle l'avait volé. Oui, mon amour. Demain à la même heure, tout sera fini. Et dans 2 semaines, tu quittes ton travail. On dira que tu as besoin de changement. On déménagera dans une autre ville. Personne ne fera le lien. Personne ne se doutera de rien. Je l'ai entendu rire. Un rire que je n'avais jamais entendu auparavant. Froid, calculateur, dépourvu de toute humanité. Hugo ne va pas tant le regretter. Il est petit. Les enfants oublient vite. Et avec le temps, tu vas être sa nouvelle figure paternelle. Il grandira en pensant que son père a eu un accident tragique sur la croisière, et nous serons la famille parfaite. Chaque mot me détruisait. Pas pour moi, mais pour Hugo, pour mon fils qui allait grandir avec ce mensonge, avec cette manipulation. Je dois y aller. Je vais faire un tour sur le bateau, me familiariser avec le pont, avec les angles morts des caméras, avec l'endroit exact où ça va se passer. Elle a raccroché. Je l'ai entendu se préparer, se changer, se parfumer, puis quitter de nouveau la cabine. Dès que la porte s'est refermée, j'ai bondi hors du lit. Il n'y avait pas de temps à perdre. J'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié l'enregistrement. Ça marchait. Chaque mot avait été enregistré. Les aveux complets, le plan, les noms, les montants, tout. J'ai mis le téléphone dans ma poche. Puis j'ai inspecté la cabine. Je devais trouver d'autres preuves. Quelque chose de tangible qu'elle ne pourrait pas nier. J'ai ouvert son sac avec précaution. À l'intérieur se trouvait un petit flacon de pilules sans étiquette, sans ordonnance, juste un flacon transparent contenant de petites pilules blanches. Je les ai prises en photo. Puis j'ai vérifié son téléphone, qu'elle avait laissé charger sur la table de nuit. J'ai essayé de le déverrouiller. Un code à 6 chiffres. J'ai essayé la date de notre anniversaire. Incorrect. J'ai essayé la date de naissance d'Hugo. Incorrect. J'ai essayé ma propre date de naissance. Incorrect. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Il y a 2 mois, je l'avais vu taper un code sur son téléphone pendant que nous attendions à la banque. Ça avait été rapide,
mais mes yeux avaient capté les chiffres 07992. J'ai tapé le code. Le téléphone s'est déverrouillé. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je suis allé directement dans les messages. Il y avait une conversation avec un contact enregistré sous le nom d'Andrés. J'ai ouvert la conversation. Les messages étaient troublants, détaillés, froids. Ils prévoyaient cela depuis des mois. Un message datant d'il y a 3 semaines disait « J'ai déjà engagé le faux détective privé. Il va dire à Ro que j'ai une liaison juste pour le distraire. Pendant qu'il sera obsédé par ça, il ne verra pas le vrai plan. Faux détective privé. » Elle avait même planifié ça pour me faire croire que ce n'était qu'une infidélité, afin que je ne voie pas ce qui m'attendait vraiment. Un autre message d'il y a 2 semaines, j'ai acheté les billets de croisière avec une carte de crédit commune. Comme ça, il sera prouvé que j'étais aussi sur le bateau. Personne ne soupçonnera la veuve dévastée qui a perdu son mari dans un accident tragique. Veuve dévastée. Ces mots m'ont retourné l'estomac. J'ai continué à faire défiler l'écran. Il y avait des photos, des captures d'écran de ma police d'assurance vie, de nos comptes bancaires, de l'acte de propriété de la maison. Elle avait documenté chaque actif, chaque dollar, chaque propriété. Et puis j'ai trouvé quelque chose de pire, un document en pièces jointes, un fichier PDF. Je l'ai ouvert. C'était un testament, mon testament, mais je n'avais jamais signé ce document. Je l'ai lu rapidement. Il stipulait qu'en cas de décès, tous mes biens passeraient directement à Elvira. Garde absolue de Hugo. Sans condition, sans révision. La signature en bas ressemblait à la mienne, mais je ne l'avais jamais signée. Elle avait falsifié ma signature. J'ai pris des captures d'écran de tout, chaque message, chaque photo, chaque document. Je me les suis envoyés sur ma propre adresse email. Puis je les ai aussi envoyés au numéro d'Estefania. Des preuves sauvegardées à plusieurs endroits. J'ai remis le téléphone exactement comme je l'avais trouvé. J'ai fermé son sac à main, je me suis assuré que tout était à sa place, et puis j'ai entendu des pas dans le couloir. Il se rapprochait. Rapidement, je me suis jeté sur le lit, j'ai fermé les yeux, j'ai contrôlé ma respiration. La porte s'est ouverte. Elvira est entrée et s'est dirigée droit vers moi. J'ai senti sa main sur mon épaule. Elle m'a secoué légèrement. Ro, réveille-toi. Je n'ai pas répondu. Elle m'a secoué plus fort. Ro. Sa voix avait un ton de fausse inquiétude, de l'inquiétude feinte. Allez, réveille-toi. Il faut que tu te réveilles. J'ai ouvert lentement les yeux. J'ai feint la confusion. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je marmonné, en avalant mes mots. Où suis-je? Tu es dans la cabine, chérie. Tu t'es endormi. Le bateau est déjà parti il y a 10 minutes. Allons dîner. Il est l'heure. Je me suis assis sur le lit. J'ai faim des étourdissements. La pièce tourne. Qu'est-ce que tu m'as donné? De l'eau. Juste de l'eau. Tu dois être fatigué par le voyage. Allez, allons manger un morceau. Tu te sentiras mieux. Elle m'a soutenu. Son contact était mécanique, sans affection, purement utilitaire. Nous avons marché vers la porte, mais je me suis arrêté. J'ai mis ma main sur mon estomac. Elvira, je me sens très mal. Vraiment mal. C'est juste le mouvement du bateau. Beaucoup de gens ont le mal de mer au début. Allons au restaurant. Non, ce n'est pas un mal de mer normal. J'ai des nausées, des douleurs à la poitrine. Je crois que quelque chose ne va pas, son expression a changé. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de l'irritation, à peine dissimulée. Tu exagères. Tu as juste besoin de manger. Allons-y, mais je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, je me suis légèrement penché en avant. J'ai mis mes 2 mains sur ma poitrine. J'ai émis un gémissement de douleur. Je n'arrive pas à bien respirer. Elvira, je crois que j'ai besoin d'un médecin. Ro, arrête. Tu fais du drame. Sa voix était dure. Maintenant, le masque tombait. Je ne fais pas de drame. Quelque chose ne va vraiment pas. Je dois voir un médecin, tout de suite. J'ai ouvert la porte de la cabine et je suis sorti dans le couloir. J'ai commencé à marcher vers la réception. Elvira me suivait.
Ro, attends. Ne fais pas un scandale. Reviens dans la cabine. Mais j'ai continué à marcher plus vite. J'ai atteint la réception. Il y avait une femme derrière le comptoir. Uniforme blanc, badge d'identification. Je dois parler au médecin du bateau. Tout de suite, c'est une urgence. La réceptionniste m'a regardé avec inquiétude. Quel est le problème, monsieur? Douleur à la poitrine, difficulté à respirer, nausée sévère. Je crois que c'est peut-être une réaction allergique ou quelque chose que j'ai mangé. Elvira est arrivée à mes côtés. Il va bien. Il a juste le mal de mer à cause du mouvement du bateau. Nous n'avons pas besoin de médecin. Je me suis tourné vers elle. Mon expression était sérieuse. Non, Elvira, j'ai besoin de voir un médecin. Quelque chose ne va pas et je ne vais pas l'ignorer. La réceptionniste a décroché le téléphone. Je vais appeler le médecin immédiatement. Veuillez vous asseoir ici. Elle a montré des chaises près du comptoir. Je me suis assis. Elvira se tenait à côté de moi. Sa mâchoire était crispée. Ses mains étaient serrées en poing. C'est ridicule, a-t-elle chuchoté. Tu gâches tout. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué mon numéro, respirant difficilement, me tenant la poitrine, ayant l'air véritablement malade. 5 minutes plus tard, le médecin du navire est arrivé. Un homme d'une cinquantaine d'années en blouse blanche. Il m'a posé plusieurs questions, a pris ma tension, vérifié mon pouls, écouté mon cœur. Votre tension est élevée. Votre pouls est rapide. Avez-vous des antécédents de problèmes cardiaques? Non, ai-je répondu, mais mon père est mort d'une crise cardiaque à 48 ans. J'en ai 47. Le médecin a hoché la tête. Je comprends votre inquiétude. Étant donné les circonstances et vos symptômes, je vous recommande de débarquer immédiatement et de consulter un médecin spécialiste à terre. Nous ne pouvons pas prendre de risques avec de potentiels problèmes cardiaques. Débarquer, a demandé Elvira d'une voix aiguë. Mais nous sommes déjà partis. Nous sommes au milieu de l'océan. Le médecin l'a regardé. Nous sommes encore assez proches du port. Nous pouvons envoyer un bateau-navette. C'est la procédure standard pour les urgences médicales. Elvira m'a regardé. Ses yeux étaient pleins d'une rage contenue. Ro, c'est absurde. Ça va bien? Tu es juste paranoïaque. Je me suis levé. Ma voix était ferme maintenant. Non, Elvira, je ne vais pas bien. Et je descends de ce bateau maintenant. Le médecin parlait déjà à la radio. Nous avons besoin d'un bateau-navette. Passager avec une possible urgence cardiaque. Préparez-vous pour une évacuation immédiate. Elvira a essayé une dernière fois. Ro, s'il te plaît, pense à nous. À ce voyage, à notre chance de nous retrouver. Je l'ai regardé droit dans les yeux et pour la première fois depuis des mois, je l'ai vraiment vue. J'ai vu l'étrangère qu'elle était devenue. J'ai vu la froideur, la manipulation, le vide. Il n'y a plus de nous, Elvira. Et je crois que nous le savons tous les deux. 15 minutes plus tard, j'étais dans un bateau-navette avec un ambulancier du navire. Elvira a dû débarquer avec moi. Le protocole exigeait que l'accompagnateur débarque également. Elle était assise en face de moi dans le bateau, ne parlant pas, ne me regardant pas. Son plan parfait s'était effondré, et elle le savait. Le trajet de retour au port a duré 25 minutes. 25 minutes de silence absolu. Le bruit du moteur du bateau, les vagues frappant la coque, et la respiration contrôlée d'Elvira alors qu'elle essayait de garder son calme. Je regardais vers l'horizon, pas vers elle, car si je la regardais, si je voyais son visage, je savais que je ne pourrais pas contenir la rage qui bouillait en moi. Je devais rester froid, calculateur, stratégique. L'ambulancier me surveillait constamment. Pression artérielle, pouls, saturation en oxygène, tout était enregistré. Tout cela faisait partie du protocole et j'ai continué à jouer la comédie. Respiration courte, main sur ma poitrine, une expression de douleur contenue. Quand nous sommes arrivés au port, il y avait une ambulance qui attendait. Il y avait aussi autre chose. 2 voitures de police discrètes garées à quelques mètres de là, et à côté de l'une d'elles, Estefania. Elle m'a vu et m'a fait un léger signe de tête, imperceptible pour quiconque ne la cherchait pas. Mais je l'ai vue, et j'ai su que tout était en marche.
Les ambulanciers m'ont aidé à descendre du bateau. Elvira est descendue derrière moi. Monsieur, nous allons vous emmener à l'hôpital pour une évaluation complète, a dit l'un des ambulanciers. C'est la procédure standard. Non, ai-je dit fermement. Je vais bien. C'était juste une crise de panique. Le stress. Je me sens beaucoup mieux maintenant que je suis sur la terre ferme. L'ambulancier m'a regardé avec scepticisme. Monsieur, nous devrions vraiment vous emmener à l'hôpital. Vos symptômes étaient sérieux. Je comprends, mais je connais mon corps. C'était de l'anxiété, rien de plus. Je signerai tous les documents dont vous avez besoin, toutes des charges de responsabilité, mais je n'irai pas à l'hôpital. Elvira est intervenue. Ro, tu devrais y aller, juste par sécurité. Sa voix était douce, inquiète, surjouée. Je me suis tourné vers elle. Non, Elvira, je vais bien. Ce dont j'ai besoin, c'est de rentrer à la maison. Voir Hugo, me reposer. Elle a pincé les lèvres. Bien, rentrons à la maison alors. Prenons un taxi. Non, je rentre à la maison. Tu peux faire ce que tu veux. Son expression a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que j'ai dit. Je rentre à la maison. Tu peux aller où tu veux, mais nous ne rentrons pas ensemble. Ro, tu es ridicule. Tu viens d'avoir un épisode médical. Tu ne penses pas clairement. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois. J'ai signé les formulaires de décharge. Les ambulanciers sont partis. Elvira et moi sommes restés seuls sur le quai. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Sa voix avait perdu sa douceur. Maintenant, elle était directe, froide. Il n'y a rien à dire. Si, il y a à dire. Ce voyage était important. C'était notre chance, et tu l'as gâché avec ta paranoïa. Ma paranoïa? Oui. Ta paranoïa, tes crises d'anxiété, ton besoin constant de tout dramatiser. Je l'ai dévisagé. Tu sais ce qui est intéressant, Elvira. Elle a croisé les bras. Quoi? Que pendant tout ce temps où j'étais soi-disant inconscient dans la cabine, j'ai entendu des choses très intéressantes. Son visage a légèrement pâli. De quoi tu parles? Je parle de tes appels téléphoniques, de tes conversations avec Andrés, de tes plans. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle des 500 000 $ de l'assurance vie. Des 20 000 $ que tu as volés sur notre compte commun, de l'accident que tu prévoyais pour demain soir quand nous serions en haute mer, elle a fait un pas en arrière. Tu es fou? Tu inventes des choses? J'invente? Alors explique-moi ça. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert une application d'enregistrement et j'ai fait jouer sa voix. Claire. Incontournable, incriminante. Demain à la même heure, tout sera fini. On pourra toucher l'assurance vie. C'est 500 000 $. Assez pour recommencer à zéro. Toi, moi et Hugo, une vraie famille. Tout le sang s'est retiré de son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Tu dis toujours que je suis fou, ai-je demandé. Ro. Je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer. J'ai tout enregistré. Chaque mot, chaque détail, chaque aveu. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois? Tu as prévu de me tuer, de me droguer, de me jeter par-dessus bord, de toucher l'assurance, de garder Hugo et de vivre heureuse avec ton amant, Andrés. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage, de frustration, face à un plan détruit. Tu m'y as obligé, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je t'y ai obligé? Oui, avec ton indifférence, avec ta distance, avec ton obsession pour le travail. Tu m'as laissé seul. Tu m'as fait me sentir invisible. Alors la solution, c'était de me tuer. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Si tu divorçais, tu allais te battre pour Hugo. Tu allais obtenir la moitié de tout, et je ne pouvais pas laisser faire ça. Son masque était complètement tombé. Il n'y avait plus de comédie, juste la vérité crue et tordue de qui elle était vraiment. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça,
a-t-elle dit en essayant de reprendre un peu le contrôle. Personne ne va croire un enregistrement. Je peux dire que tu l'as édité, que tu l'as inventé, que tu essaies de me piéger parce que tu as découvert ma liaison avec Andrés. Peut-être que tu as raison, ai-je dit calmement. Peut-être qu'un enregistrement ne suffit pas. Mais qu'en est-il des SMS? Qu'en est-il des captures d'écran de ton téléphone? Qu'en est-il des photos du flacon de pilule sans étiquette que tu avais dans ton sac? Qu'en est-il du faux testament avec ma signature? Chaque mot était un coup dur. Chaque révélation l'enfonçait davantage. Tu es entré dans mon téléphone, a-t-elle chuchoté avec incrédulité. Oui. Et j'ai envoyé toutes les preuves à plusieurs endroits. Email, stockage sur le cloud, contact de confiance. Tu ne peux rien effacer. Tu ne peux rien cacher. Elle a commencé à reculer. Non, ça ne peut pas être en train d'arriver. Ce n'est pas réel. Mais ça l'est. C'est très réel, Elvira. Et maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences. C'est alors que Estefania s'est approchée. Elle n'était pas seule. 2 policiers l'accompagnaient. Un homme, une femme, tous 2 en uniforme. Elvira Mendes, a dit la policière, nous avons besoin que vous veniez avec nous au poste pour répondre à quelques questions. Elvira m'a regardé avec une haine pure. Tu as fait ça. Tu as tout planifié. Je ne faisais que me défendre. D'une tentative de meurtre avec préméditation? Les officiers se sont approchés d'Elvira. Madame, s'il vous plaît, venez avec nous. C'est volontaire pour l'instant, mais si vous refusez, nous pouvons procéder autrement. Elvira ne bougeait pas. Elle était en état de choc, paralysée. Puis, dans un geste désespéré, elle a essayé de courir, mais les policiers ont été plus rapides. Ils l'ont attrapée par les bras, pas violemment, mais fermement. Elvira Mendes, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation, complot en vue de commettre une fraude à l'assurance, falsification de documents et vol. Vous avez le droit de garder le silence. Non, a crié Elvira. Non, ce n'est pas juste. Ro, s'il te plaît, pense à Hugo. Pense à notre fils. Maintenant, tu penses à Hugo, alors que tu prévoyais de le laisser sans père? Quand tu prévoyais de lui faire croire que son père était mort dans un accident? Quand tu prévoyais de me remplacer par ton amant? Elle a cessé de se débattre. Ses épaules se sont affaissées, elle a baissé la tête et, pour la première fois, je pense que la réalité de ce qu'elle avait fait l'a vraiment frappée. Les agents l'ont conduite vers la voiture de patrouille. Estefania s'est approchée de moi. Vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur Roel. Je sais, mais je n'en ai pas l'impression. Ça n'en donne jamais l'impression, mais c'était nécessaire. Elle allait vous tuer, et vous aviez le droit de vous défendre. J'ai hoché la tête. Tout mon corps tremblait. Pas de peur, mais à cause de la décharge d'adrénaline, du poids de ce qui venait de se passer. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, vous rentrez chez vous, vous serrez votre fils dans vos bras et vous commencez le processus de reconstruction de votre vie. Nous nous occupons du reste. Nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre Elvira et Andrés. Ils vont tous les 2 faire face à de graves accusations. Combien de temps? Estefania a soupiré, avec toutes les preuves que nous avons, nous parlons de 15 à 20 ans de prison. Peut-être plus si le procureur décide d'ajouter d'autres chefs d'accusation. 15 à 20 ans. Hugo aurait 25 ans quand elle sortirait, si jamais elle sortait. Et Hugo, ai-je demandé, la voix brisée. Comment je vais expliquer ça à mon fils? Avec la vérité, adaptée à son âge, mais avec la vérité. Les enfants sont plus résilients qu'on ne le pense. Et il aura besoin de thérapie. Beaucoup de thérapie. Mais il s'en sortira, parce qu'il vous a, vous. J'ai pris un taxi directement pour aller chez Griselda. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de le serrer dans mes bras. J'avais besoin de confirmer qu'il allait bien, qu'il était en sécurité, que tout cela en valait la peine. Pendant le trajet, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Messages, appels, notifications. J'ai tout ignoré. Je ne pouvais penser qu'à mon fils, à la façon dont j'allais lui expliquer que sa mère ne rentrerait pas à la maison, que sa vie venait de changer pour toujours, que plus rien ne serait jamais comme avant. Je suis arrivé chez Griselda 40 minutes plus tard.
J'ai sonné à la porte. Elle a ouvert immédiatement, comme si elle attendait dans l'entrée. Son visage était marqué par l'inquiétude, par la culpabilité, par le poids d'avoir dénoncé sa propre fille. Ro, entre. Hugo est dans le salon en train de regarder la télé. Il ne sait encore rien. J'ai hoché la tête. Merci, Griselda, pour tout, pour m'avoir fait confiance, pour avoir protégé Hugo, pour avoir fait ce qu'il fallait. Elle avait les larmes aux yeux. J'ai élevé cette fille. Je l'ai élevée seule après que son père nous ait quittés. Je lui ai tout donné. L'éducation, des valeurs, de l'amour. Et pourtant, elle est devenue ça. Quelqu'un capable de planifier un meurtre. Sa voix s'est brisée. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Comment ma fille est devenue si froide, si calculatrice. Les gens changent, ai-je dit. Parfois à cause des circonstances, parfois à cause de choix. Elvira a fait ses propres choix et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Griselda a hoché la tête. Hugo t'attend. Il a demandé après toi plusieurs fois. Il dit que quelque chose lui semble bizarre, qu'il a un mauvais pressentiment. Les enfants savent toujours. Ils sentent toujours quand quelque chose ne va pas. Je suis allé dans le salon. Hugo était assis sur le canapé avec une télécommande à la main. Il regardait des dessins animés, mais il ne semblait pas y prêter attention. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Papa. Il a couru vers moi. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré si fort que je lui faisais probablement mal. Mais il ne s'est pas plaint. Il s'est simplement accroché à moi. Je croyais que tu ne reviendrais pas avant la semaine prochaine, a-t-il dit d'une voix confuse. Changement de programme, champion. Le voyage a été annulé. Pourquoi? Parce que parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et ce n'est pas grave. Je l'ai reposé par terre. Je me suis agenouillé devant lui pour être à son niveau. Hugo, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. D'accord. Il a hoché la tête lentement. Son expression est devenue sérieuse. Où est maman? Cette question m'a transpercé comme un couteau. Maman a dû rester au port. Elle a des problèmes à régler. Des problèmes d'adulte. Quand est-ce qu'elle revient? Je ne sais pas, Hugo. Ça pourrait prendre longtemps. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça qu'elle ne vient pas? Non, non, non. Écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les adultes font parfois des erreurs. De grosses erreurs. Et nous devons en assumer les conséquences. Maman a fait une grosse erreur? Oui, une très grosse erreur. Mais je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Je prendrai toujours soin de toi. Je te protégerai toujours. Tu me comprends? Il a hoché la tête. Une larme a coulé sur sa joue. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, champion. Plus que tu ne peux l'imaginer. Je l'ai serré dans mes bras à nouveau. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un but, de la clarté, de la force. Parce que je ne me battais plus seulement pour moi. Je me battais pour lui, pour son avenir, pour son bien-être. Griselda est apparue à la porte du salon. Ro, il y a quelqu'un à la porte qui demande à te voir. Elle dit qu'elle est ton avocate. Mon avocate? Je n'ai pas encore engagé d'avocat. Je me suis levé. Hugo, reste ici avec grand-mère un moment. Je reviens tout de suite. Je suis allé à la porte. Il y avait une femme dans la quarantaine. Tailleur sombre, porte-document en cuir, une expression professionnelle mais chaleureuse. Roel Mendes? Oui, c'est moi. Enchanté de vous rencontrer. Je suis Laetitia Vargas, avocate spécialisée en droit de la famille et droit pénal. Estefania Moral m'a contacté il y a 1 heure. Elle m'a demandé de prendre contact avec vous immédiatement. Oh, je vois. Je vous en prie, entrez. Nous nous sommes assis dans la salle à manger. Griselda est restée dans le salon avec Hugo, assez loin pour qu'il ne puisse pas entendre, mais assez près pour le surveiller. Laetitia a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. Monsieur Mendes,
j'ai besoin que vous compreniez la situation juridique dans laquelle nous nous trouvons. Estefania m'a envoyé toutes les preuves que vous avez rassemblées, les enregistrements, les messages, les captures d'écran, tout. Et je vais être honnête avec vous. C'est l'un des dossiers les plus solides que j'ai vus depuis des années. Solide à quel point? Elvira va être poursuivie pour tentative de meurtre avec préméditation. Cela seul entraîne une peine de 15 à 25 ans, selon la façon dont le juge interprète les preuves. Mais il y a plus. Complot en vue de commettre une fraude à l'assurance. Ça ajoute 5 à 10 ans. Falsification de documents légaux. Encore 3 à 5 ans. Vol de fonds conjugaux, 2 à 4 ans. Nous parlons d'une peine potentielle de 25 à 44 ans de prison. 44 ans. Hugo aurait 52 ans quand elle sortirait, si jamais elle sortait. Et Andrés, ai-je demandé. Andrés Pacheco fait l'objet d'une enquête en tant que complice. Complot et complicité de tentative de meurtre. S'il est prouvé qu'il a activement participé à la planification, ce que les enregistrements suggèrent fortement, il risque de 10 à 20 ans, a poursuivi Laetitia. Maintenant, ce dont nous devons discuter, c'est de la garde de Hugo. Techniquement, Elvira a toujours ses droits parentaux jusqu'à ce qu'un juge en décide autrement. Mais comme elle est en état d'arrestation et fait face à de graves accusations criminelles, nous pouvons demander une suspension immédiate de ses droits. Combien de temps cela prend-il? Nous pouvons déposer une requête d'urgence demain matin. Avec les preuves que nous avons, un juge devrait vous accorder la garde temporaire exclusive en moins de 72 heures. Ensuite, pendant le procès pénal, nous demanderons la déchéance permanente de ses droits parentaux. Hugo devra-t-il témoigner? Non. Il est mineur et n'a pas été un témoin direct des événements. Il n'y a aucune raison de l'exposer à ce traumatisme. Toutes les preuves proviennent de sources adultes, enregistrements, documents, témoignages d'enquêteurs et d'officiers. C'est un soulagement. Je comprends que ce soit dévastateur, Monsieur Mendes, mais je veux que vous sachiez que d'un point de vue juridique, vous êtes dans la meilleure position possible. Elvira n'a aucune défense. Les preuves sont irréfutables. Et avec mon équipe, nous allons nous assurer que Hugo soit protégé légalement, émotionnellement et financièrement. Financièrement, oui. Nous allons geler tous les comptes qu'Elvira gérait. Nous allons récupérer les 20 000 $ qu'elle a volés. Nous allons annuler toutes les polices d'assurance dont elle est bénéficiaire. Et nous allons nous assurer qu'elle ne puisse toucher à aucun bien familial pendant qu'elle sera en prison. De plus, nous allons intenter un procès au civil pour détresse émotionnelle et préjudice psychologique. Pas pour vous enrichir, mais pour établir un fonds fiduciaire pour Hugo, pour son éducation, pour sa thérapie, pour son avenir. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Dites que vous me faites confiance et dites que vous êtes prêt à vous battre pour votre fils. Oui. Je vous fais confiance et je suis prêt. Parfait. J'ai besoin que vous signiez quelques documents. Autorisation de vous représenter. Accès au compte bancaire pour audit. Autorisation de demander des ordonnances judiciaires. Tout est standard. J'ai signé chaque document sans en lire les détails. Normalement, j'aurais été plus prudent, mais j'étais épuisé, émotionnellement vidé, et j'avais besoin de faire confiance à quelqu'un. Laetitia a rangé les documents. Une dernière chose, Monsieur Mendes. Dans les semaines à venir, les médias vont probablement couvrir cette affaire. Tentative de meurtre sur un bateau de croisière, une femme conspirant avec son amant. C'est le genre d'histoire qui attire l'attention. Mon conseil est de ne parler à aucun journaliste. De ne faire aucune déclaration publique, de garder Hugo complètement à l'écart des projecteurs médiatiques. Je me chargerai de toute communication officielle. Compris. La dernière chose que je veux, c'est d'exposer Hugo à ça. Exactement. Votre priorité maintenant est de guérir, de chercher une thérapie pour vous et pour Hugo. Reconstruire une routine, créer de la stabilité, et laisser le système judiciaire faire son travail. C'est ce que je ferai. Laetitia s'est levée. Je l'ai raccompagnée à la porte. Je resterai en contact constant. Nous déposerons la demande de garde demain à la première heure. Dans 3 jours, nous devrions avoir l'audience. Et dans une semaine, Hugo sera légalement sous votre garde exclusive. Merci, Laetitia. Vraiment. C'est pour ça que je suis là.
Les 3 jours suivants ont été un tourbillon. Un chaos contrôlé de procédures légales, d'appels téléphoniques, de réunions avec des avocats, de tentatives désespérées de maintenir une certaine normalité pour Hugo. Je suis resté chez Griselda ces premières nuits. Je ne pouvais pas encore retourner dans ma propre maison. L'endroit où j'avais partagé une vie avec Elvira. L'endroit plein de souvenirs qui était maintenant contaminé par la vérité de ce qu'elle était vraiment. Je n'étais pas prêt à affronter ça. Hugo posait constamment des questions. Quand est-ce que maman revient? Pourquoi elle ne répond pas au téléphone? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a mise en colère? Chaque question me brisait un peu plus, mais je restais ferme. Je lui ai dit la vérité, adaptée à son âge. Maman a fait de très graves erreurs. Elle a fait du mal à des gens et maintenant elle doit rester dans un endroit spécial où vont les adultes quand ils enfreignent des règles importantes. Comme la prison, a-t-il demandé avec ses grands yeux pleins de confusion. Oui, quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle va y rester longtemps? Probablement, champion. Il a assimilé ça en silence. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Est-ce que tu vas partir, toi aussi? Cette question m'a brisé le cœur. Je me suis agenouillé devant lui. Je l'ai pris par les épaules, je l'ai regardé droit dans les yeux. Écoute-moi très attentivement, Hugo. Je ne te quitterai jamais, au grand jamais. Quoi qu'il arrive, contre vent et marée, je serai toujours là. C'est une promesse. Tu me crois? Il a hoché la tête lentement. Je te crois, papa. Je l'ai serré dans mes bras, et à ce moment-là, j'ai senti toute la responsabilité de sa vie sur mes épaules. Nous n'étions plus 2 parents à partager le fardeau. Il n'y avait plus que moi, et je devais être à la hauteur. Le 2e jour, Laetitia m'a appelé pour me donner des nouvelles. La demande de garde a été approuvée. Vous avez la garde temporaire exclusive de Hugo avec effet immédiat. Elvira ne peut pas le contacter. Elle ne peut pas l'approcher. Elle ne peut pas envoyer de messages par des tiers. Une ordonnance restrictive a été mise en place. Est-ce qu'elle le sait? Oui. Elle a été notifiée ce matin au centre de détention. On m'a dit qu'elle l'avait très mal pris. Elle a essayé d'argumenter qu'elle avait le droit de voir son fils, que vous l'éloignez injustement d'elle. Bien sûr qu'elle a fait ça. Le juge a rejeté son argument immédiatement. Il lui a rappelé qu'elle fait face à des accusations de tentative de meurtre contre le père de l'enfant. Que mettre la vie du père en danger, c'est mettre le bien-être de l'enfant en danger. Il n'y a pas eu de débat. De plus, j'ai d'autres nouvelles. Andrés Pacheco a été arrêté ce matin sur son lieu de travail. Les accusations formelles incluent le complot en vue de commettre un homicide, la complicité de tentative de meurtre et la fraude. Son entreprise l'a renvoyé immédiatement. A-t-il parlé, essayé de négocier? Il a proposé de témoigner contre Elvira en échange d'une réduction de peine, mais le procureur a rejeté l'offre. Les preuves contre eux deux sont si solides qu'ils n'ont pas besoin de son témoignage. Alors maintenant, ils affrontent tous les deux toute la rigueur de la loi. Je me suis senti soulagé et épuisé en même temps. Bien. Qu'ils assument les conséquences. Exactement. Maintenant, il y a autre chose dont nous devons discuter. La maison, vos biens communs, les comptes bancaires. Laetitia a poursuivi, selon la loi, tout bien acquis pendant un mariage est considéré comme un bien commun. Mais comme Elvira est poursuivie pour des crimes qui impliquent ses biens, plus précisément l'assurance vie et l'argent volé. Nous avons une base légale pour demander que tout soit transféré exclusivement à votre nom. Est-ce possible? Ce n'est pas seulement possible. C'est très probable. Un juge ne permettra pas à une personne reconnue coupable de tentative de meurtre de tirer un profit financier des biens de sa victime visée. Ce serait absurde. Nous avons également récupéré les 20 000 $. Elvira les avait sur un compte à son nom dans une autre banque. Elle pensait que personne ne le découvrirait. Mais avec les ordonnances judiciaires que nous avons obtenues, nous avons pu retracer chaque transfert. L'argent sera renvoyé sur votre compte dans les 5 prochains jours ouvrables. C'est un soulagement. Cet argent était pour les études de Hugo. Je sais. Et il l'utilisera exactement pour ça. De plus, nous travaillons sur une action au civil. Nous estimons qu'entre les dommages émotionnels, les futurs frais de thérapie pour vous et Hugo, les frais juridiques et l'abus de confiance,
Nous pouvons demander une indemnisation d'environ 200 000 $. Elvira n'a évidemment pas cet argent, mais sa famille, si. Légalement, ils peuvent être tenus responsables s'il est prouvé qu'ils avaient connaissance ou soupçonnaient ses intentions et n'ont pas agi. Attendez, la famille d'Elvira ne savait rien. C'est Griselda qui m'a aidé. Je sais. Et Griselda est exemptée. En fait, elle coopère pleinement à l'enquête. Mais Elvira a 2 frères et sœurs, Lourdes et Aléjo, 2 adultes qui ont leurs propres entreprises. Et selon Griselda, tous 2 étaient au courant de la liaison d'Elvira avec Andrés depuis des mois. Ils n'ont rien fait. Exactement. Ils n'ont pas prévenu. Ils ne sont pas intervenus. Ils n'ont alerté personne, et en vertu de certaines lois, cela pourrait être considéré comme de la négligence. Ce n'est pas un dossier solide, mais nous en avons assez pour faire pression sur eux afin d'obtenir un règlement à l'amiable. Je ne veux pas ruiner la famille d'Elvira. Vous ne les ruinez pas. Vous assurez l'avenir de Hugo. Cet enfant va avoir besoin d'années de thérapie. Il aura besoin d'un soutien éducatif. Il aura besoin de stabilité financière pendant que vous reconstruirez votre vie. Ce n'est pas une vengeance. C'est de la survie. Elle avait raison. D'accord, faites ce que vous avez à faire. Parfait. Je vais faire avancer les choses. Le 3e jour, j'ai reçu un appel inattendu. C'était l'entreprise d'Elvira, plus précisément le directeur des ressources humaines. Monsieur Mendes, je suis vraiment désolé de ce que vous traversez. Nous suivons l'affaire et nous tenons à vous exprimer notre soutien. Merci. J'apprécie. Nous voulons également vous informer que nous avons lancé une enquête interne. Andrés Pacheco était le supérieur direct d'Elvira. Il y avait clairement une dynamique de pouvoir inégale. Et maintenant nous nous demandons s'il y a eu une conduite inappropriée sur le lieu de travail qui n'a pas été signalée ou qui a été étouffée. Je comprends. Si nous trouvons des preuves que l'entreprise a failli à la protection de ses employés ou à l'application de ses politiques de conduite professionnelle, nous prendrons des mesures correctives. Mais nous voulons aussi nous assurer que vous et votre fils êtes soutenus. L'entreprise met en place un fonds d'assistance. 50 000 $ destinés exclusivement aux dépenses liées à la thérapie, au soutien juridique et à tout autre besoin qui surviendrait pendant ce processus. Ce n'est pas une indemnisation, c'est un soutien humanitaire. Je ne sais pas quoi dire. C'est extrêmement généreux. Nous voulons faire ce qui est juste. Personne dans cette entreprise ne cautionne ce qu'Elvira et Andrés ont fait, et nous voulons nous assurer que les victimes de leurs actes ont des ressources. Merci. Vraiment. De rien. Nous vous tiendrons au courant. J'ai raccroché le téléphone, stupéfait. 50 000 $, plus les 20 000 récupérés, plus les 200 000 $ possibles du procès civil. Nous parlions de près de 300 000 $ exclusivement pour Hugo. Il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'est jamais agi d'argent. Mais savoir que mon fils aurait des ressources, que son avenir était assuré, peu importe à quel point tout cela m'affectait émotionnellement, m'a procuré une paix que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Ce soir-là, Griselda a préparé le dîner. Quelque chose de simple. Des pâtes à la sauce tomate, de la salade, du pain. Nous étions tous les 3 assis à table. Hugo, Griselda et moi. Une famille reconfigurée par des circonstances traumatisantes. Grand-mère, pourquoi maman a-t-elle fait de mauvaises choses, a demandé soudainement Hugo. Griselda a posé sa fourchette. Elle a regardé son petit-fils avec des yeux pleins de tristesse. Parfois, mon amour, les gens prennent de mauvaises décisions. Des décisions qui blessent les autres. Et il n'y a pas toujours une explication logique. Mais tu l'as bien élevé, n'est-ce pas? La voix d'Hugo était faible, peu sûre. J'ai essayé, mon chéri. Je lui ai enseigné des valeurs. Je lui ai enseigné l'amour. Je lui ai appris à être une bonne personne. Mais quand les gens grandissent, ils prennent leurs propres décisions. Et parfois, ces décisions ne reflètent pas la façon dont ils ont été élevés. Hugo a assimilé cela. Est-ce que je vais faire de mauvaises choses quand je serai grand? Non, ai-je dit fermement, pas toi. Parce que tu as quelque chose que ta maman a perdu. L'empathie, la gentillesse, la capacité de comprendre comment tes actions affectent les autres. Et tant que tu garderas ça, tant que tu resteras toi-même, tout ira bien.
Il a hoché la tête, a terminé son dîner en silence. Puis il a dit quelque chose qui m'a surpris. « Papa, je peux parler à quelqu'un? Quelqu'un pour m'aider à comprendre ce que je ressens? Tu veux dire un thérapeute? » Oui, je crois. Bien sûr, champion. Je chercherai le meilleur que je pourrai trouver dès demain. Trouver un thérapeute pour enfants spécialisé dans les traumatismes familiaux s'est avéré plus compliqué que je ne l'imaginais. J'ai appelé 7 cliniques différentes. Elles avaient toutes des listes d'attente d'au moins 3 mois. La 8e était différente. C'était un cabinet privé dirigé par la docteure Isabelle Ramos, une psychologue clinicienne avec 20 ans d'expérience dans le travail avec des enfants ayant traversé des situations traumatisantes, des divorces litigieux, la perte de parents, des abus, de la négligence. Tout ce qu'un enfant ne devrait pas vivre, mais que malheureusement beaucoup vivent. Quand j'ai expliqué la situation, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surpris. « Je peux vous voir demain à 16 h. J'annulerai un autre rendez-vous. Cet enfant a besoin d'une intervention immédiate. Je ne sais pas comment vous remercier. » Ne me remerciez pas, amenez simplement Hugo et préparez-vous, vous aussi, car vous allez avoir autant besoin de thérapie que lui. J'ai déjà engagé quelqu'un pour moi. Bien. Alors je vous vois demain. Le lendemain, Hugo et moi sommes arrivés à la clinique 15 minutes avant le rendez-vous. C'était un endroit chaleureux. Des murs peints dans des couleurs douces, des jouets dans la salle d'attente, des livres pour enfants, un grand aquarium avec des poissons colorés. Tout était conçu pour que les enfants se sentent en sécurité. Hugo était nerveux. Je le voyais à la façon dont il agitait les jambes, dont il se mordillait la lèvre inférieure, et dont il me serrait la main plus fort que d'habitude. C'est normal d'être nerveux, lui ai-je dit. Mais la docteure Isabelle est très gentille. Elle va juste te parler, apprendre à te connaître. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu seras avec moi les premières fois. Oui. Plus tard, peut-être qu'elle voudra te parler seule, mais je serai toujours juste dehors à t'attendre. Je ne te laisserai jamais seul. D'accord. La docteure Isabelle est sortie de son bureau à 16 h tapantes. C'était une femme d'une 50aine d'années. Les cheveux gris courts, des lunettes à monture rouge, une expression chaleureuse mais professionnelle. Salut, Hugo. Je suis la docteure Isabelle, mais tu peux m'appeler Isabelle si tu veux. Tu veux entrer? Hugo m'a regardé. J'ai hoché la tête. Vas-y. Je suis là. Il a lâché mes mains lentement et est entré dans le bureau. Je l'ai suivi. Le bureau était douillet. Un petit bureau, 2 fauteuils confortables, une table basse avec du matériel de dessin, des jouets thérapeutiques, un tableau blanc. Asseyez-vous où vous vous sentez à l'aise, a dit Isabelle. Hugo a choisi l'un des fauteuils. Je me suis assis dans l'autre. Isabelle a pris une chaise et l'a placée entre nous. Hugo, ton papa t'a expliqué pourquoi vous êtes ici? Il a dit que vous alliez m'aider à comprendre ce que je ressens. Exactement. Parfois, quand des choses difficiles arrivent, nos sentiments deviennent confus. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Mon travail est de t'aider à démêler ces sentiments, à leur donner un nom, pour comprendre que tu n'es pas seul. Il y a d'autres enfants qui viennent ici aussi? Beaucoup d'enfants de tous les âges. Ils traversent tous des moments difficiles, et ils apprennent tous que c'est normal de demander de l'aide, que c'est normal de se sentir triste, en colère ou confus. Je ressens tout ça, a dit Hugo d'une petite voix. Je me sens triste parce que ma maman n'est pas là. En colère parce que je ne comprends pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, et confus parce que je ne sais pas si c'est de ma faute. Isabelle s'est légèrement penchée en avant. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas de ta faute. Rien de ce qui est arrivé n'est de ta faute. Les décisions que ta mère a prises étaient ses décisions à elle. Elles n'avaient rien à voir avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Il a hoché la tête, mais il n'avait pas l'air convaincu. Nous allons travailler là-dessus ensemble. D'accord? Au cours des prochaines semaines, nous allons parler, dessiner, jouer, et petit à petit, ces sentiments confus commenceront à avoir du sens. La session a duré 1 heure. Isabelle a parlé avec Hugo de ses routines, de l'école, de ses amis, de ses jouets préférés. Rien directement lié à Elvira, juste construire une connexion, établir la confiance. À la fin de la séance,
Isabelle a demandé à me parler en privé. Hugo est sorti dans la salle d'attente avec une assistante qui lui a proposé des biscuits et du jus de fruits. Je suis resté dans le bureau. Monsieur Mendes, je vais être direct. Hugo présente des signes précoces d'anxiété de séparation, qui se sont probablement développés au cours des derniers jours depuis que sa mère a disparu de sa vie. C'est normal. C'est attendu. Mais nous devons y remédier immédiatement avant que cela ne devienne quelque chose de plus grave. Que recommandez-vous? Une cohérence absolue, des routines strictes, des horaires prévisibles. Hugo a besoin de savoir ce qui va se passer chaque jour. À quelle heure il se réveille, à quelle heure il mange, à quelle heure vous venez le chercher à l'école, quand il joue, quand il fait ses devoirs. Quand il dort. Pas de surprise. Je peux faire ça. Il a aussi besoin de beaucoup de validation verbale. Dites-lui constamment que vous l'aimez, que vous êtes fier de lui, que vous n'allez pas l'abandonner, que tout ira bien, même si cela semble redondant, même si cela semble évident. Les enfants ont besoin de l'entendre encore et encore. Compris? Et enfin, j'ai besoin que vous preniez soin de votre propre santé mentale. Car si vous craquez, Hugo craque. Vous êtes son roc maintenant. Son seul pilier de stabilité. Donc, la thérapie pour vous, un repos adéquat, une bonne alimentation, de l'exercice, un soutien social. Tout cela n'est pas optionnel. C'est obligatoire. J'ai déjà commencé une thérapie. La première séance a eu lieu hier. Parfait. Continuez comme ça. Et si à un moment quelconque vous sentez que vous n'y arrivez plus, appelez-moi immédiatement. N'attendez pas de craquer. Demandez de l'aide avant d'atteindre ce point. Je le ferai. Nous verrons Hugo 2 fois par semaine pendant le premier mois. Ensuite, nous évaluerons si nous pouvons réduire à 1 fois par semaine. Le processus va être long, probablement des années, mais Hugo s'en sortira. Il a un père qu'il aime, qui se bat pour lui. C'est plus que ce que beaucoup d'enfants ont. J'ai quitté le bureau avec Hugo. Dans la voiture sur le chemin du retour chez Griselda, il a brisé le silence. Papa, est-ce qu'on va bientôt retourner dans notre maison? Bientôt, oui. Je nettoie un peu d'abord, je la prépare pour que, quand nous y retournerons, on s'y sente vraiment chez nous. Juste toi et moi. Ce n'est plus la maison de maman? Non, champion, plus maintenant. Maintenant, c'est notre maison. C'est normal si ça me fait bizarre? C'est tout à fait normal. En fait, ce serait bizarre que ça ne te fasse pas bizarre. C'est un grand changement, et les grands changements sont toujours difficiles au début. Ce soir-là, après avoir couché Hugo, je me suis assis avec Griselda dans la cuisine. Elle a préparé du café. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Puis elle a parlé. Ro, je dois te dire quelque chose et je veux que tu ne me détestes pas pour ça. Je ne pourrai jamais te détester. Tu nous as sauvé la vie. Je savais qu'Elvira changeait. J'ai vu les signes pendant des mois, mais je n'ai pas fait assez. Je ne suis pas intervenu assez vite et ça a failli te coûter la vie. Griselda, tu as fait plus que la plupart des gens. Tu as dénoncé ta propre fille. Tu as engagé un détective. Tu m'as protégé. Tu as protégé Hugo. Il n'y a rien à pardonner. Je me demande encore où j'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans son éducation? Comment ma fille est-elle devenue quelqu'un de capable de planifier un meurtre? Ce n'était pas ta faute. Les gens prennent leurs propres décisions. Elvira a choisi cette voie. Pas toi, ni moi. Elle seule en est responsable. Je le sais dans ma tête, mais mon cœur a encore du mal à l'accepter. C'est ma fille. Le bébé que j'ai tenu dans mes bras. Celle à qui j'ai appris à marcher. Celle que je consolais quand elle faisait des cauchemars. Et maintenant, elle est en prison. Attendant son procès pour tentative de meurtre. C'est dévastateur. Il n'y a pas moyen d'édulcorer ça. Mais tu as choisi de faire ce qui était juste, même quand c'était le plus difficile. Cela dit tout sur ta force de caractère. Merci de me dire ça. Nous sommes retombés dans le silence. Puis Griselda a demandé, qu'est-ce que tu vas faire quand tout cela sera terminé? Quand le procès sera fini, quand la sentence sera prononcée, quand la poussière sera retombée? Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas.
Je pense que Hugo et moi allons avoir besoin d'un nouveau départ. Pas nécessairement de changer de ville, mais de changer de routine, de créer de nouvelles traditions, de nouveaux souvenirs qui ne soient pas contaminés par tout ça. Ça me paraît très sage. Je veux aussi qu'Hugo sache qu'il peut avoir une relation avec toi, que tu n'es pas ta fille, qu'il peut t'aimer sans avoir l'impression de trahir qui que ce soit. Bien sûr. Je serai toujours là pour lui et pour toi. Nous sommes une famille. Cela ne change pas, merci, Griselda, pour tout. Ne me remercie pas, prends juste soin de mon petit-fils et prends soin de toi. Le reste s'arrangera tout seul. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais et que je redoutais à la fois. C'était Laetitia. Ro. Nous avons une date pour l'audience préliminaire. C'est dans 5 jours. Elvira sera présente. Ce sera la première fois que vous la verrez depuis le port. Êtes-vous prêt pour ça? Honnêtement, je ne sais pas si on peut être prêt à revoir la personne qui a essayé de vous tuer, mais je n'ai pas le choix. Je dois être là. Exactement. Et j'ai besoin que vous gardiez votre calme. Pas d'explosions émotionnelles, pas de confrontation, juste un professionnalisme absolu. Pouvez-vous faire ça? Je le peux. Bien. Je vous verrai au tribunal. Le jour de l'audience préliminaire est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. J'ai mis un costume sombre, une cravate sobre. Je voulais projeter du sérieux, du contrôle, de la force. Même si, à l'intérieur, je ressentais tout le contraire. Hugo est resté avec Griselda. Je lui ai dit que j'avais une réunion importante, que je serais de retour dans l'après-midi, que je l'aimais. Il m'a serré dans ses bras plus fort que d'habitude, comme s'il savait que ce jour était différent, comme s'il pouvait sentir le poids de ce qui allait arriver. Je suis arrivé au tribunal 30 minutes en avance. Laetitia était déjà là. Et Stéphania aussi. Elles m'ont toutes les deux salué professionnellement mais avec une véritable chaleur. Prêt, a demandé Laetitia. Autant que je puisse l'être. Bien. Souvenez-vous, pas de réactions émotionnelles. Peu importe ce que vous voyez ou entendez, votre visage doit rester neutre. Votre posture doit être ferme. Nous montrons que vous êtes la victime stable et rationnelle ici. Compris. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Elle était plus petite que je ne l'imaginais. Des bancs en bois, le banc du juge à l'avant, des tables pour l'accusation et la défense, une séparation claire entre les deux parties. Je me suis assis derrière la table de l'accusation. Laetitia s'est assise à côté de moi. Et Stéphania derrière nous. La salle s'est lentement remplie. Un huissier de justice, un sténographe. Quelques journalistes qui avaient suivi l'affaire, et enfin la porte latérale s'est ouverte. Elvira est entrée, escortée par 2 policiers. Elle portait un uniforme de prison orange, des menottes aux poignets, des chaînes aux chevilles. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée, pas de maquillage, les yeux gonflés. Elle avait l'air différente, plus petite, plus fragile. Mais quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. De la haine. Ce n'était pas du remords. Ce n'était pas de la honte. C'était de la haine pure et concentrée. Comme si j'étais le méchant de l'histoire. Comme si j'avais ruiné son plan parfait, et que maintenant, elle en payait injustement les conséquences. J'ai détourné le regard. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir réagir. Les policiers l'ont fait asseoir à la table de la défense. Son avocat, un homme d'une 60aine d'années à l'air fatigué, s'est assis à côté d'elle. Il s'est penché pour lui chuchoter quelque chose. Elle a hoché la tête sans me quitter des yeux. « Veuillez vous lever », a annoncé l'huissier. L'honorable juge Marquet présidera cette audience. Nous nous sommes levés. Le juge est entré. C'était un homme d'une 60aine d'années avancée, les cheveux complètement blancs, une expression sérieuse mais pas sévère. Il s'est assis et nous a fait signe d'en faire autant. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire dans l'affaire de l'État contre Elvira Mendes. Les chefs d'accusation incluent la tentative de meurtre avec préméditation au 1er degré, le complot en vue de commettre une fraude à l'assurance, la falsification de documents légaux et le vol aggravé. La défense est-elle présente? Oui, votre honneur. L'accusation est-elle présente? Oui, votre honneur. Le juge a examiné les documents qui se trouvaient devant lui. J'ai lu les requêtes déposées.
J'ai examiné les preuves préliminaires, et je dois dire que c'est l'une des affaires les plus troublantes que j'ai vues en 30 ans de carrière. Il a regardé directement Elvira. Madame Mendes, comprenez-vous les accusations qui pèsent contre vous? Oui, votre honneur. Comprenez-vous que si vous êtes reconnu coupable, vous risquez une peine potentielle allant de 25 ans à la prison à vie? Oui, votre honneur. Le juge s'est tourné vers la procureure. Procédez à votre déclaration liminaire. La procureure s'est levée. C'était une femme dans la quarantaine. Voix claire et ferme. Votre honneur, les preuves dans cette affaire sont accablantes. Nous avons des enregistrements audio où l'accusé admet son plan d'assassiner son mari. Nous avons des messages textes détaillant le complot. Nous avons des preuves physiques de substances non autorisées trouvées en sa possession. Nous avons le témoignage de plusieurs témoins, y compris des détectives privés et du personnel de sécurité du port. L'accusée n'a pas seulement planifié ce crime pendant des mois. Elle l'a exécuté méticuleusement. Elle a acheté des billets de croisière spécifiquement pour commettre le meurtre dans les eaux internationales où il serait plus difficile d'enquêter. Elle a falsifié des documents légaux pour s'assurer d'être la seule bénéficiaire des biens de son mari et a recruté son amant comme complice dans ce plan odieux. Ce n'était pas un crime passionnel. Ce n'était pas un moment de folie passagère. C'était prémédité, calculé, et sans l'intervention de tiers, M. Roel Mendes ne serait pas ici aujourd'hui. Le juge a hoché la tête. La défense souhaite-t-elle répondre? L'avocat d'Elvira s'est levé. Votre honneur, ma cliente reconnaît qu'elle a fait des erreurs, que son jugement a été obscurci par des années de violence émotionnelle et psychologique. Qu'elle a agi sous la contrainte extrême de son amant qui l'a manipulée pour qu'elle participe à ce plan. Nous demandons l'indulgence. Nous demandons que les circonstances atténuantes soient prises en compte. Ma cliente est une mère, une professionnelle respectée, une femme qui s'est égarée, mais qui mérite une chance de se racheter. Le juge l'a interrompu. Maître, j'ai lu les transcriptions des enregistrements. À aucun moment je n'ai entendu de contrainte. J'ai entendu une femme calculer froidement comment assassiner son mari pour de l'argent. J'ai entendu une femme planifier d'utiliser son fils comme outil de manipulation. Cela ne ressemble pas à de la contrainte. Cela ressemble à de la préméditation. L'avocat s'est tu. Le juge a poursuivi, j'ai décidé que l'accusé resterait en détention sans possibilité de libération sous caution jusqu'au procès. Les preuves présentées montrent qu'elle représente un danger clair et présent, non seulement pour la victime, mais potentiellement pour d'autres. Je ne vois aucune raison d'autoriser sa libération en aucune circonstance. Elvira s'est levée brusquement. Ce n'est pas juste. Je suis hors de danger. Rome m'a provoqué. Il m'a ignoré pendant des années. Il m'a fait me sentir invisible. Je voulais juste être heureuse. Je voulais juste recommencer à zéro. Le juge a frappé de son maillet. Madame Mendes, asseyez-vous. Votre explosion émotionnelle ne fait que renforcer ma décision. Mais les policiers ont dû intervenir. Elvira a continué à crier, en me regardant fixement. Tu as tout gâché. Toi et ta paranoïa. C'est de ta faute. C'est entièrement de ta faute. Les policiers l'ont retenue, l'ont traînée hors de la salle pendant qu'elle continuait de hurler. Sa voix s'est estompée dans le couloir. La salle a plongé dans le silence. Le juge a soupiré. Monsieur Mendes, je suis profondément désolé que vous ayez eu à assister à cela. Je veux que vous sachiez que ce tribunal s'engage à rendre la justice en votre nom et au nom de votre fils. Merci, votre honneur. L'audience est levée. Le procès officiel est prévu dans 6 semaines. Nous nous sommes levés. Le juge est parti. La salle a commencé à se vider. Je suis resté assis, assimilant tout, respirant, essayant de calmer les tremblements de mes mains. Laetitia a posé sa main sur mon épaule. Vous avez bien fait. Très bien. Vous avez gardé votre sang-froid même quand elle a perdu le sien. Cela aura beaucoup de poids lors du procès. Je ne sais pas comment je me suis retenu. Parce que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Nous avons quitté le tribunal. Le soleil a frappé mon visage. J'ai pris une grande inspiration. Estefania s'est approchée. Monsieur Roel, maintenant vient la partie la plus difficile. Plus difficile que ça? Oui. Maintenant vient le moment de guérir,
de se reconstruire, d'apprendre à faire confiance à nouveau. C'est plus difficile que n'importe quel procès. Je sais, mais je vais y arriver. Pour Hugo, pour moi. Je vais sortir de ça plus fort. Je n'en doute pas. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de routine thérapeutique, de procédures légales et de moments de normalité volés avec Hugo. Nous sommes retournés dans notre maison. Je l'ai nettoyé de fond en comble, j'ai changé les meubles, repeint les murs, enlevé tout ce qui me rappelait Elvira, créé un nouvel espace et un nouveau foyer. Hugo a commencé à s'adapter. Les séances avec Isabelle fonctionnaient. Il faisait encore quelques cauchemars occasionnels. Il posait encore des questions sur sa mère, mais moins fréquemment et avec moins d'angoisse. J'étais aussi en thérapie 2 fois par semaine, travaillant sur le traumatisme, la trahison, la peur résiduelle, apprenant à refaire confiance. C'était dur. C'était douloureux, mais c'était nécessaire. Le procès a eu lieu 6 semaines plus tard. Il a duré 4 jours. Témoignages, preuves, plaidoirie finale. Le jury a délibéré pendant 8 heures. Et enfin, le verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence a été prononcée 1 semaine plus tard. 32 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Elvira serait une femme de 76 ans quand elle sortirait. Si jamais elle sortait. Andrés a écopé de 18 ans. Également sans libération conditionnelle pour les 10 premières années. Ils ont tous les deux fait appel. Les 2 appels ont été rejetés. La justice, lente mais certaine, avait prévalu. 6 mois après le verdict, Hugo et moi étions au parc. C'était un samedi ensoleillé. Il jouait sur les balançoires, riait, courait, avait l'air d'un enfant normal, car c'est ce qu'il était, un enfant normal qui avait traversé quelque chose d'horrible, mais qui était en train de guérir. J'étais assis sur un banc à l'observer. Et pour la première fois en presque 1 an, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Ce n'était pas un bonheur complet. Les cicatrices étaient toujours là. Les souvenirs faisaient toujours mal. Mais nous allions bien. Nous survivions. Nous guérissions. Hugo a couru vers moi. « Papa, tu as vu à quelle hauteur je suis monté ? » « J'ai vu, champion. Tu es monté très haut. Tu es fier ? » ?»« Très fier de toi. De nous. De ce que nous avons surmonté. » Il m'a serré dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai su que nous avions gagné. Pas contre Elvira. Pas contre le système, mais contre le traumatisme, contre la peur, contre la possibilité de rester brisé pour toujours. J'avais failli être détruit. J'avais failli tout perdre. Mais j'avais découvert le plan à temps. J'avais fait confiance à mon intuition. Je m'étais battu pour mon fils. Et maintenant, nous étions de l'autre côté, plus forts, plus sages, plus unis. Et je n'allais plus jamais, au grand jamais, ignorer cette petite voix intérieure qui m'avertissait quand quelque chose n'allait pas.